Bonjour à vous tous, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants, des retailers qui viennent me partager leurs bonnes pratiques, leurs apprentissages pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Kretz, fondateur de Cosa, cabinet de conseil en strat digital, avec une mission simple, aider les marques à bien se raconter pour vendre mieux. Si vous avez des problématiques de branding, d'activation ou e-commerce, n'hésitez pas à me contacter. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui, alors pour la troisième fois, et c'est assez rare sur Le Panier, donc tu fais partie des chanceux, je sais pas, Oui. Stéphane Beretti qui a fondé le groupe. Alors, qui a lancé Story Rideau il y a quelques années, mais qui est devenu maintenant un groupe, Oui. à Géclair. On a déjà fait un catch-up il y a un peu plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises. Il s'est passé pas mal de choses depuis. À chaque fois, tes épisodes sont... nos épisodes font beaucoup d'émules. T'as des beaux apprentissages à partager. Donc, je te propose, dans un premier temps, de rappeler un peu... les maîtres mots, directeurs du groupe Agéclair, votre mission qui vous êtes. Et on va parler de plein de choses. On va parler de évoluer sans rien changer. C'est ta formulation, moi je la trouve intéressante. Mais tu dis ça alors qu'il y a quand même eu beaucoup de changements dans le groupe. Où vous étiez déjà bon, vous êtes devenu meilleur en e-commerce. Tu vas me dire pourquoi et comment. Oui. Tu as cette obsession de la satisfaction client qui est très intéressante et c'est là peut-être que tu prends un marché à contre-pied. Tu humanises une fonction que beaucoup déshumanisent ou alors confient à l'IA. Tu as construit une usine, un atelier. Ça fait partie des décisions marquantes des 12-18 derniers mois dont tu nous parleras. Tu as continué de cette croissance externe qui caractérise le groupe, notamment dans l'acoustique, tu nous en parleras. Et puis, tu as revendu une boîte pour une intégration qui ne se passait pas comme vous le souhaitiez. En tout cas, voilà, tu nous expliqueras pourquoi. Aujourd'hui, le groupe, c'est presque 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 25 millions, dont 12 en digital. Je pense que la première fois qu'on s'est vu, c'était la moitié. Et là, vous avez fait 25% de croissance ces 2 dernières années dans un marché qui est... pour certains, un peu mou. Bref, ça nous fait un beau programme. Chères auditrices, chers auditeurs, vous l'entendez, il y a un peu d'écho. On est dans un nouvel espace, dans nos nouveaux bureaux. Et tu es le premier invité. Tu es non seulement mon invité de la rentrée, mais en plus le premier invité dans ce nouvel espace. Bienvenue Stéphane. C'était une longue intro. Merci. On est ici sous le regard bienveillant de Guillaume Rouard, qui est responsable de l'acquisition et de la conversion. On se croise chaque année au One-to-One à Monaco. On s'est croisé cette année au One-to-One à Monaco, super événement où tout le Gotha de l'e-commerce français se retrouve. Et c'est dans ce cadre qu'on s'était dit que ce serait bien de faire ce catch-up. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les premiers épisodes, dans les grandes lignes, c'est quoi le groupe Agéclair ? Le groupe Agéclair, si tu veux, c'est un petit groupe industriel qui fabrique des stores, des rideaux, mais pas que, à destination des entreprises, des collectivités et depuis maintenant 12 ans, des particuliers. En fait, j'ai racheté une société qui s'appelait Sodiclair il y a 25 ans, bientôt, un peu plus. Et qui fabriquait des stores et des rideaux sur mesure qui étaient vendus aux entreprises et aux collectivités par des commerciaux. Et ils assuraient aussi l'installation donc, dans les mairies, les écoles, les entreprises. C'est une société que j'ai rachetée en 2006. 2008, il y a la crise. On est confronté à une baisse de 30% de notre chiffre d'affaires. Et c'est la première décision qu'on prend, c'est si on veut continuer à exister sans pour autant... remettre en cause le modèle, il faut qu'on ait de nouveaux marchés et c'est là qu'on décide d'aller vers le digital. Donc, on est en 2011 et donc, ça démarre petit à petit. À l'époque, 2011, aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal, mais en 2011, il n'y avait pas de configurateur, ça n'existait pas tout ça. Donc, on a commencé et puis ça a fonctionné, ça s'est développé d'année en année. On a cru, on a embauché des gens. D'abord, on a sauvé l'usine, puisque c'était quand même la fonction première de cette diversification. Donc, on l'a sauvée. Et puis après, on s'est pris dans un jeu de croissance. On a développé une offre produit, on a embauché des gens, on a construit des bâtiments. Tu parlais d'un bâtiment qu'on va recevoir demain, mais c'est le 3e, puisque entre le moment où on a décidé cette diversification, on a construit un peu plus de 4500 mètres carrés supplémentaires. Et donc, on a décidé ça. Donc, ça s'est développé. On a créé un 2e site pour les
uniquement les entreprises et les collectivités qui s'appelle ProSolaire. On a même créé un site pour l'Italie. ProSolaire sans e.com. ProSolaire.com. On a créé un site qui s'appelle tende.it, puisqu'on a tenté une aventure à l'export qui dure et qui se passe plutôt bien. Donc, c'est-à-dire qu'on fabrique, parce qu'on est installé en Eure-et-Loire, dans les plaines de la Beauce. Donc, on vend à Milan des stores qui sont fabriqués à Ponto, à Notonville, entre Chartres et Orléans. Donc, c'est assez amusant, je trouve. Voilà, ça s'est développé. On a une force de vente aussi qui a continué à se développer. On a une première grosse étape. Ça a été le développement du digital, la vente sur Internet. On en a bénéficié avec un certain amour pour le Made in France. La deuxième chose qui nous a aidé aussi, c'est un peu triste, mais ça nous a servi, c'est le Covid, qui nous a fait... on a doublé notre activité avec le Covid, puisque nous, on a continué à travailler, on a pu servir les clients qui ont découvert qu'il y avait du soleil, qu'ils étaient chez eux, et donc ça a été une étape assez importante pour nous. Et puis on a continué petit à petit, on a augmenté notre offre, puisqu'on a appris à faire des produits qu'on ne faisait pas. On ne faisait pas de store bateau à une époque, on en fait maintenant depuis 10 ans. On s'est lancé dans un nouveau business qui est les coussins d'assises, donc aujourd'hui qui explose. Donc on a embauché, acheté des machines. C'est quoi un coussin d'assises? Ceux qui, comme moi, il y a un quart d'heure, se posent la question. C'est un coussin que tu fabriques, c'est-à-dire c'est une mousse que tu habilles d'un coussin avec ou sans passepoil, aux dimensions que tu souhaites, pour faire soit un habillage. Il y a des meubles en palette, soit sur un muret, soit sur des chaises longues, soit sur... Okay. Donc c'est vraiment des produits de confort, puisqu'en fait, avec le temps, on s'est aperçu que notre boulot, c'était de faire des produits de confort pour les entreprises et les salariés. Donc ça, c'est quelque chose on se protège du soleil, on se protège de la lumière, et donc on recherche le confort. Et naturellement, on a acquis, il y a maintenant 1 an et demi, en tout cas, on a pris une prise de participation importante, une petite société qui fabrique en France des capteurs acoustiques, où là, c'est pour l'absorption acoustique dans les bureaux surtout, qui permettent d'améliorer le confort auditif dans une pièce. Lina.fr. Lina.fr, avec qui nous travaillons. Et donc, c'est un produit qui est particulier parce qu'il est biosourcé à 95%. Il n'y a pas un clou, il n'y a pas de colle. C'est un produit qui est biodégradable à 95%, qui est fabriqué en France, évidemment, puisque c'est la condition pour être dans notre offre. Alors, c'est marrant, tu parles de bien-être des salariés. La pollution sonore dans un bureau, dans un open space, c'est un enfer. Et moi, souvent, c'est ce qu'on me remonte quand on demande comment est-ce qu'on peut améliorer l'espace de travail. Ah, mais c'est très clair. Mais regardez les restaurants. C'est une de nos cibles. Quand tu as un restaurant où tu ne peux pas t'entendre avec la personne avec qui tu déjeunes parce qu'il y a trop de bruit, tu n'y reviens pas. Voilà. Donc, c'est une de nos cibles aussi. On regarde les avis négatifs des restaurants. Cette croissance externe, c'est un peu comme ça que moi, en tout cas, je vous imagine, je vous caractérise. Il y a une recette de base que vous appliquez, qui ne change pas. Oui. C'est des produits fabriqués en France, des produits qui améliorent le confort des gens et des produits sur mesure ou personnalisés. C'est 3 choses. Et la dernière, c'est qu'on ne les vend qu'en vente directe. C'est-à-dire que c'est nos commerciaux qui vendent quand c'est fait par les commerciaux ou c'est nos propres sites Internet. Donc, on n'est pas sur les places de marché, on n'est pas chez les distributeurs. C'est nous qui conservons le lien avec le client final en permanence. L'obsession du service client, on y viendra tout à l'heure, mais tu te vantais avec raison et de manière légitime. 96% de clients satisfaits, c'est ça? Absolument. Voilà. Français, sur-mesure, industriel. Le sur-mesure, c'est composante industrielle forte dans laquelle vous insérez du marketing et du digital. Le modèle, il a toujours été le même. C'est pour ça que je te dis, on a beaucoup évolué, mais sans rien changer. Le modèle, il n'a pas changé. C'est-à-dire, on acquiert des savoir-faire ou on complète des savoir-faire industriels. C'est-à-dire, on sait coudre, on sait découper, on sait faire plein de choses. On met du marketing dessus parce que d'un savoir-faire industriel, tu crées un produit, tu crées même une offre. Et après, on la met dans nos sites ou sur notre force de vente. Et donc, la 3e étape, c'est d'avoir des réseaux de qualité. Et c'est pour ça que je pense que ce qui a le plus changé, c'est qu'on est devenu un meilleur e-commerçant. Donc c'est pour ça que quand je dis ça n'a pas changé, c'est les fondamentaux de notre produit sont cette les équation. mêmes. Et la stratégie que nous suivons opérationnelle est la même. En revanche, on va vers de nouveaux marchés et on apprend des nouvelles choses aussi parce qu'en e-commerce, ça bouge assez vite. Ouais. Est-ce que la
taille des sociétés que vous regardez a changé avec le temps? Est-ce qu'il y a une cible? Est-ce qu'il y a une taille type? Non, il n'y a rien de type. Il y a rien de type, il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, je vais te redonner un exemple, puisqu'on a parlé tout à l'heure de luminaire. Il y a le savoir-faire et le modèle. Et je pense qu'il faut rester fidèle à son modèle, il faut rester fidèle à ses valeurs et à son ADN. Et donc, tu vois, l'INA, ça va marcher parce que l'INA, c'est une société qui, en tout point, coche toutes les cases avec nous. Pourquoi on a revendu la société qu'on avait achetée, qui s'appelait FD Éclairage, qui est une très belle société, qui fabrique des spots LED de grande qualité. Pourquoi on l'a revendu? Parce que En France, alors que toute la production vient de... Voilà. Une grosse partie de la production... C'est un des sujets. C'est-à-dire que ce marché est dominé par la vente indirecte et par l'import de produits asiatiques. Donc on a réussi à faire des produits que les gens trouvaient fantastiques. Mais on n'a pas réussi à faire migrer ce modèle vers de la vente directe pure. Donc c'est vrai, on a créé un site internet, on a fait 20% du chiffre d'affaires de la société avec notre site internet. Donc on a amené un savoir-faire digital, on a amené du commerce internet, mais encore une fois, on a bien senti qu'il n'y avait pas de potentiel de développement dans notre modèle. L'objectif, c'est quand même pas de tordre les sociétés, l'objectif, c'est pas non plus de rendre les fondateurs malheureux, les dirigeants malheureux. Donc à un moment, on a discuté, puis on s'est dit, écoutez, on va essayer de trouver une société qui correspond plus au modèle du marché de l'éclairage. Et on l'a revendu début juillet, tu vois, donc c'est récent. Et on l'a revendu à une très très belle boîte qui s'appelle Meljac, qui fabrique des interrupteurs en laiton personnalisés en France. Donc si tu veux, on a quand même la satisfaction, et je pense que Meljac, ça les a intéressés aussi, parce qu'on leur a amené un savoir-faire digital qu'ils n'avaient pas. Donc si tu veux, tu as deux façons de voir le truc. C'est tu dis, on a échoué, quoi. Alors, dans une certaine mesure, oui, parce qu'on n'a pas réussi, mais ça me dérange moins que si je n'avais pas essayé. Et la deuxième chose... Je n'échoue pas, j'apprends. Ouais, mais la formule est vraie, parce que franchement, on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait imaginé de faire. Tu n'aurais pas pu le prévoir, l'anticiper? Si, mais j'en avais envie d'essayer. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux faire toutes les études de la Terre, elles vont t'amener à un moment... Tu sais, toutes les études que tu fais dans la reprise d'une boîte, si tu écoutes tout le monde, des experts comptables, des machins, tu arrives grosso modo à la moitié des gens qui disent qu'il faut y aller et l'autre, il ne faut pas y aller. Donc au bout d'un moment, si tu le sens, si tu penses que tu peux apporter quelque chose, tu y vas. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a apporté quelque chose, on n'a pas réussi à faire exactement ce qu'on voulait. Et donc, on a eu une mission qui a été de transmettre cette société à une autre société qui, je l'espère, va pouvoir mettre suffisamment en avant la qualité de ses produits. Donc oui, c'est une forme d'échec parce que je n'ai pas réussi. Non, parce que d'abord, les équipes digitales, je peux te dire qu'elles ont appris. Parce que c'est compliqué ce marché et c'est un marché difficile, très difficile. Parce que le principal problème, quand tu veux faire cohabiter une vente directe et une vente indirecte, c'est la gestion des tarifs. C'est-à-dire que nous, on a une politique aussi, c'est de pratiquer le juste prix. C'est-à-dire quoi? On est des industriels, on a besoin d'une marge pour pouvoir faire notre boulot et on vend. Mais quand tu vends en indirect, notamment dans la distribution qui passe par des très très gros distributeurs, des gens comme Rexel ou d'autres, eux, il faut leur donner 50% de remise. Donc tu gonfles artificiellement tes prix pour leur faire la remise et arriver à une marge qui est cohérente avec ce que tu dois faire. Mais ça ne marche pas en vente directe. Parce qu'en vente directe, si tu mets le vrai prix, le distributeur, il dit « mais c'est pas possible, qu'on voulait que je... » Ah oui, bien sûr, il y a référencement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. En fait, ce que je voulais, c'était faire migrer la société vers un modèle direct. Mais j'avais pas mesuré, pour être tout à fait clair, le poids de l'indirect sur ce marché-là. Voilà. Bon, écoute, ça c'est pas passé comme on a prévu, quoi. C'est pas grave. Dans cette recette de base, ça c'est pour un peu la mission de l'entreprise. Alors, la mission de l'entreprise, c'est de créer de l'emploi. Vas-y, pardon, c'est justement là que je voulais aller, où tu me disais, tu as sauvé ou créé de l'emploi dans des bassins où il était peut-être en difficulté, dans des métiers industriels et de savoir-faire. Ce que tu me dis aussi qui a changé ces dernières années, c'est que tu as réussi à créer de l'emploi sur des métiers qu'on verrait plutôt dans les grandes agglomérations, sur le digital, quoi. Marketing et digital. Ouais, ça a été la deuxième étape, si tu veux. Et ça, c'est une vraie satisfaction, parce que tu parlais de Guillaume tout à l'heure, il en est l'illustration concrète. Mais c'est-à-dire qu'au début, le projet, c'était de sauver la boîte. Une fois qu'on a réussi, donc c'était de sauver des emplois. C'était assez défensif comme approche. Puis après, on a vu que ça prenait, donc on a une stratégie plus offensive qui a été de créer des emplois.
Et donc, on a créé des emplois industriels parce que, voilà. Et on faisait du e-commerce un peu à la Monsieur Jourdain, quoi. C'est-à-dire sans savoir exactement. Mais on en faisait. Et comme on avait des bons produits, comme on s'occupait bien des clients et comme on était les premiers à le faire en France, bon, ça se passait plutôt pas mal. Mais tu arrives un moment où, quand tu grossis, ou quand il y a des exigences, le marché se développe, le marché se professionnalise, un peu comme dans tout le domaine d'ailleurs. Et donc, il faut des experts. Et donc, on voulait les avoir à l'usine parce que notre cœur de métier, on est des industriels. Et on a commencé à créer des emplois, mais des emplois de gens du digital, c'est-à-dire des gens qui font du SEO, des gens qui font du marketing opérationnel digital et même du marketing produit. Et ça, c'est super parce que ça veut dire qu'on peut créer des emplois pour des jeunes qui ont fait des études mais qui veulent rester sur leur territoire, parce que c'est ça la finalité, la mission du groupe, c'est de créer des emplois sur les territoires. Et tout ce qui permettra de le faire est le bienvenu. Alors si en plus on a un peu de succès, on réussit. Mais aujourd'hui, ce que j'explique tous les jours, c'est que la réussite, elle sert à poursuivre cette mission-là. Et pour y arriver, il faut des valeurs fortes. Et les valeurs fortes, c'est on s'occupe bien des clients parce que voilà, on les traite en direct, on essaye de faire les meilleurs produits possibles, d'accord? Et on partage la réussite. Et, mais encore une fois, si tu veux, il faut évoluer. Et c'était un enjeu. Tu m'aurais posé la même question il y a 2 ans dans l'enjeu, j'aurais dit, mais comment on va faire pour attirer des gens? Or, maintenant, tu as des formations à Orléans, tu as des formations à la CCI de Chartres, tu as des gens qu'on suit. On a même, Guillaume et Maxime font passer les examens des jeunes là-bas. Donc, si tu veux, là, tu es quand même dans un ancrage sur le territoire qui est un vrai ancrage. C'est-à-dire que tu n'es pas qu'une société qui crée quelques emplois. Tu es une société qui, quand même, a aussi une petite dimension un peu sociétale. C'est pas parce que tu as fait des études que tu es obligé de te barrer de chez toi, quoi. Tu peux rester sur ton territoire, là où tu es attaché, là où tu as envie de construire une maison, enfin, je sais pas, où tu Ouais, bien sûr, hyper intéressant. Et voilà, et donc pour nous, c'est une aubaine. Et d'autant plus quand maintenant, sur les 25 millions, il y en a la moitié qui se fait en digital. C'est un beau projet pour des équipes. Vous êtes 12, hein. Je regarde Guillaume, mais en fait, ça te... Il y a 12 personnes au marketing. Et ce qui est très intéressant avec les gens de Commandos, c'est quand on reprend un chef de produit chez nous, le chef de produit, il part d'une usine, c'est-à-dire il part de rouleaux de tissu, donc il va créer un produit. Il ne va pas marketer commercialement. Il faudra le faire aussi. Il y a eu toute une équipe de marketing opérationnel dont c'est le métier. Mais il va créer ce produit. Il va créer une offre. Il va se dire, et si on faisait ça? Et on essaye, et on regarde, est-ce qu'on est capable de le faire? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Qu'est-ce qu'il faut comme savoir-faire? Donc c'est à la fois... c'est assez intéressant, quoi. Mais ça ouvre un champ des possibles qui est énorme et parfois inquiétant. Pourquoi inquiétant? Mais parce que quand tu arrives dans ces métiers-là et on t'explique que ton produit n'existe pas encore, il va falloir que tu le fasses, c'est pas nécessairement super rassurant quand tu es dans une PME au fin fond de la Beauce. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des gens qui ont envie de relever ces défis-là. Tu vois ce que je veux dire? On te dit aujourd'hui, tu dois faire le marketing d'un produit qui a été conçu, qui a été prêt, qui aujourd'hui toutes les études ont été faites. Les coussins d'assises, si tu veux, on s'est dit, mais par quel morceau je prends mais comme je fais, ouais, puis on va voir une couturière, elle dit, ah mais ça je sais, on va essayer. Et donc tu passes des heures à l'usine avec une couturière qui en même temps doit sortir la production, parce que pendant ce temps, on fait des rideaux et des stores, et tu conçois. Je te passe la fierté de la couturière qui a contribué à la mise au point du produit. Mais encore une fois, c'est super intéressant. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour un jeune chef de produit ou quelqu'un qui démarre dans ces métiers. Donc, il faut aussi l'intégrer. Dans cette évolution, alors tu l'as pas dit, mais vous êtes aussi lancé dans des têtes de lit. Ouais. Mais vas-y, parce que... Écoute, c'était... en fait, on s'est dit, voilà, on fait des rideaux, on fait des chemins de lit parce que c'est assez simple à faire. Mais ça serait bien qu'on complète l'univers du lit parce que on fait des coussins aussi, des petits coussins qu'on pose sur le lit. Mais la tête de lit, c'est quand même quelque chose d'assez confortable. Et on dit, et si on apprenait à les faire? Parce que tu peux parfois les assortir soit au rideau, soit à d'autres choses. Et donc, on s'est mis en quête de trouver une tapissière. Et on en a trouvé une, super, qui avait son propre atelier, qui est venue travailler chez nous au début 2 jours par semaine. Et qui maintenant va devenir 4 jours parce qu'elle a formé des gens à la tapisserie. Mais c'est surtout, elle va faire 2 jours par semaine au marketing. Parce qu'il se trouve que c'est une fille qui a... Un transfuge. Elle a un talent de déco, elle nous a aidés parce qu'elle sait ce que c'est, elle connaît le marché, elle nous a appris. C'est-à-dire qu'elle nous a appris quels étaient comment il fallait vendre une tête de lit. Donc on fait des livres blancs maintenant sur tous ces sujets-là.
Et c'est des sujets qui aujourd'hui nous ont permis de progresser. Et on vend pas mal de têtes de lit. Et accessoirement, demain, ça peut faire une offre hôtellerie pour nos commerciaux. C'est un peu là que je voulais t'emmener. C'est l'évolution. Donc, tête de lit, coussin d'assises, capteur acoustique, les stores et rideaux, évidemment, mais aussi pour bateau, store et rideaux bateau, pour mobile home. Oui. Quelle évolution depuis notre dernier enregistrement et depuis peut-être le début de ta cible et de tes clients, et puis quel poids du B2B dans l'ensemble? Alors, si on commence par les clients particuliers, donc on a commencé par le store et rideaux, c'était notre métier de base. Tout ce que j'évoquais tout à l'heure, la qualité, le service, la proximité, on reviendra sur le service client tout à l'heure parce que pour moi c'est fondamental, mais on fait 40% de notre chiffre d'affaires tous les mois avec nos clients existants. Et quand tu fais 40% de ton chiffre d'affaires avec tes clients existants et que tu leur proposes quelque chose de nouveau, ils t'écoutent, surtout si tu les as bien traités. Et donc, c'est ce qui nous a permis de dire à des clients qui avaient acheté des stores et des rideaux d'essayer nos coussins d'assises et tout ça. Bon. Sur le B2B, on a une force de vente qui aujourd'hui faisait jusqu'à maintenant à peu près 5 ou 6 millions d'euros par an. Et c'est vrai qu'il était un peu moins sous les feux de la rampe à cause du digital qui se développait de façon importante. Mais tout le travail qu'a fait le digital, ça nous a permis de compléter l'offre. Et donc cette année, on double l'équipe de commerciale. Et là où ils vendaient que des stores et des rideaux, là où ils vendaient des produits, ils vont maintenant vendre des offres. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça enrichit considérablement le discours, le plaisir d'un commercial. Quand le commercial, il vend des stores et des rideaux, il va... bon. Maintenant, on lui dit, tu peux vendre des capteurs acoustiques, tu peux vendre bien sûr des stores et des rideaux, tu peux vendre des coussins d'assises. Ça veut dire que, par exemple, on peut te construire une offre hôtellerie qui va te permettre d'aller aborder tous les aspects de l'hôtellerie, c'est-à-dire les salles de conférence avec les capteurs acoustiques, qui va te permettre aussi d'absorber les chambres, qui va te permettre aussi de traiter les restaurants extérieurs. Et donc, tu améliores considérablement les potentiels de chaque client ou de chaque prospect que le commercial va voir. Et puis, tu lui apprends des nouvelles choses. L'acoustique, si tu veux, on a des commerciaux l'acoustique, ils ne savaient pas ce que c'était. Et aujourd'hui, et accessoirement, on amène un business supplémentaire à l'INA qui en avait besoin, qui en parallèle peut, elle, continuer à se développer. Parce que c'est des menuisiers chez l'INA. Ah, menuisier, c'est intéressant ça, parce qu'on peut imaginer des choses aussi. Donc, si tu veux, tout ceci, ce qui est très intéressant, c'est que j'entends souvent parler d'omnicanalité. En fait, nous, l'omnicanalité, elle est venue naturellement parce qu'on avait déjà un canal qui était les commerciaux. Et lorsqu'on a créé le digital, on a créé de facto l'omnicanalité, puisqu'on n'a pas abandonné les commerciaux. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir les passerelles qui maintenant y existent l'un vers l'autre, et notamment ce qu'a apporté le digital pour nos commerciaux. C'est très important, ça, en termes d'offres produits, en termes de savoir-faire industriel qu'on va traduire en offres, en termes de possibilité d'adresser de nouvelles cibles qui nous étaient interdites. Tu m'as dit à plusieurs reprises, quand on préparait l'épisode, tu sais, j'ai 60 ans. Stéphane, tu vas terminer sur TikTok. Et je pense que le reel qu'on va utiliser était pas mal à l'instant. Avant, ils avaient des produits, maintenant, ils ont des offres. C'est pas mal pour tes commerciaux. Intéressant pour l'évolution de ta cible et de tes clients, j'ai bien compris. Je me pose une question sur le frein que le sur-mesure peut représenter. Je comprends évidemment son intérêt. Mais est-ce que c'est pas non plus une source, une opportunité dont vous vous privez? De pas faire de sur-mesure? De faire que du sur-mesure, ouais. Ou en tout cas de le marketer tel quel. Alors, je vais te faire 2 réponses. C'était un frein il y a 11 ans, quand on a démarré, puisque je rappelle qu'un produit sur-mesure ne se retourne pas. Donc, tu avais les clients, ils ne savaient pas d'où on venait, ils ne savaient pas à qui on était, on démarrait dans l'Internet, et donc les clients pouvaient être inquiets. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens savent que le produit est sur mesure. D'ailleurs, c'est ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher des produits sur mesure. Et le fait qu'ils ne se retournent pas... Alors, on a un petit track record quand même. On a quelques avis clients. On a un certain niveau de satisfaction client. On a un service client qui rassure énormément. Donc, les gens, ils ont besoin de sur mesure. Parce que les fenêtres, Dieu merci, ne sont pas toutes de la même taille. Les banquettes non plus. Et donc, les gens ont besoin de sur mesure. Mais il y en a qui ont la même taille. Il y en a qui ont la même taille. Mais encore une fois, il y en a qui ont la même taille, mais il y en a, par exemple, tu peux avoir la même taille, mais toi, tu n'as pas envie d'avoir la couleur d'œillet du voisin, tu as envie d'avoir un galon différent,
tu as envie d'avoir, donc tu as envie de tout choisir, en fait. Tu as la même taille. C'est intéressant. On organise un événement. Alors, il sera passé quand cet épisode sortira, mais à Lyon avec le Digital Circle. Et 8 invités géniaux. Snow Leader, Mano Mano, Moto Blues, et puis des plus petits, Mieux que des fleurs, La Belle Boucle. Bref, j'en passe. Et j'ai fait des entretiens préparatoires de cet événement et tous me parlent de la personnalisation. Et que la personnalisation à l'extrême, à l'infini, à l'unité, fait partie des pistes, en tout cas à regarder sur les années à venir. Tu as des gens qui ont super bon goût. Moi, tu vois, par exemple, les coussins d'assises, de temps en temps, je m'arrête dans l'usine, j'en vois un, je fais une photo. Parce que je trouve que l'idée qu'a eu le client de l'assemblage entre un tissu et un passepoil, le passepoil, c'est le petit bandeau qui est tout autour du coussin, le petit bourrelet. Tu as des gens, ils pensent à des trucs, mais c'est complètement dingue. Donc, parce que, en fait, quand tu fais du sur-mesure ou de la personnalisation, bien sûr, tu fais quelque chose à la taille du client, c'est quand même la moindre des choses. Mais tu fais aussi quelque chose qui ressemble à ce que veut le client en termes de goût. C'est pas que du... Moi, un client, il peut très bien se dire, moi, dans ma fenêtre, j'ai envie d'un rideau bleu, un rideau vert, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir telle couleur de là, telle couleur de là, j'ai envie d'avoir un coussin qui est comme ci. C'est quoi le yéla? En fait, hein, c'est quoi le yéla? T'as dit que telle couleur... telle de là. Excuse-moi, parfois je vais un peu vite, excuse-moi. Mais donc, non, mais ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est le sur-mesure et la personnalisation. Nous, on a la chance d'avoir un métier où on peut offrir les deux. Donc ça, c'est très important. Et les clients aujourd'hui, tu me demandais tout à l'heure, donc les clients aujourd'hui, ils sont plus inquiets, ils viennent chercher ça. La deuxième raison, je vais finir sur ça. Par exemple, tu prends un store vénitien aluminium, c'est un produit qu'aujourd'hui, en sur-mesure, on est capable de faire au même prix quasiment qu'un produit à mesure automatique. Là. Pourquoi? Parce que nous, on fait de la vente directe. Donc, on n'a aucun intermédiaire entre le client final et... Donc, le client, entre guillemets, il l'achète à un prix usine. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, une fois qu'on a fait notre marge, on n'a pas besoin... Enfin, on ne demande pas plus. C'est-à-dire qu'on veut simplement que le client, il ait le meilleur prix, ce qu'on appelle le prix juste. Ce n'est pas de la forfanterie, c'est simplement se dire que quand tu as intégré tes coûts et que tu as la marge qui te permet, de communiquer, de se développer, bah, ça suffit, quoi. Et donc... Je comprends. Alors, c'est assumé, très bien. Mais je pourrais te répondre que vous avez 4 millions de visiteurs par an sur Store et Hello. C'est assez hallucinant, d'ailleurs, mais bon, on y reviendra. Il y a beaucoup de fenêtres. Vous avez 36 000 clients, je dis une bêtise? Non, 400 000 clients, un peu plus. 400 000 clients, pardon. Donc, tu as de la data, donc tu as des tendances, donc tu pourras avoir des collections, tu pourras avoir des best-sellers, tu pourras avoir des choses assez standards. Pour répondre sur le sur-mesure, tu vois... Alors... Oui, mais encore une fois, je répète, on fait tout ça. C'est-à-dire qu'on a des best-sellers, mais ça n'empêche pas que les gens, ils ont envie de l'avoir à leur dimension. Ok, compris. Revenons ou allons sur le e-com. Tu me dis que vous êtes devenu meilleur. Il y a pas mal de sujets. Il y a la livraison point relais qui était demandée et qui satisfait 20% de clients qui n'auraient pas commandé 100. Il y a la commande sans compte. Ouais. Tu t'y opposais, ton équipe a poussé à le faire et je crois qu'elle a eu raison. Il y a la récurrence, 40% de clients récurrents. Ouais. Et il y a le SAV que je voudrais aborder. Et puis, il y aura d'autres sujets. Il y aura une refonte aussi dont je veux bien parler. La livraison en point relais, commençons par ça peut-être. Oui, alors la livraison... C'est des produits sur mesure. Tu me le rappelais en préparant l'épisode que en point relais, une livraison en point relais, alors qu'on ne sait pas encore exactement quelle va être la dimension d'un... On ne sait pas, au moment où le client est en train de composer sa commande, si on va pouvoir lui proposer du point relais. Parce que ça va dépendre de ce qu'il met dans sa commande. Parce que les points relais n'acceptent pas toutes les tailles et n'acceptent pas tous les poids. Donc, on a été obligé de développer un algorithme qui, au fur et à mesure que le client prépare sa commande, juste avant qu'il valide le système de livraison ou l'adresse de livraison, on n'ait pu calculer ce qu'allait représenter en volume la commande pour lui dire « vous avez accès au point relais ou pas ». Et accessoirement, il faut qu'à l'usine derrière, ils emballent comme on a dit au client qu'on allait l'emballer, parce que sinon, ça pose problème. Donc, tu vois, ça serait trop simple. Hein. Bah oui, hein, ça voilà. Et donc ce qui est assez anodin pour beaucoup d'e-commerçants a été pour nous 1 an de travail. Un peu plus même. Parce que tu imagines tout ce qu'il faut intégrer comme paramètres, le fait, parce que tu peux avoir un store qui est grand comme ça, mais qui a une tige cristal. Alors Stéphane me fait un signe avec 30 cm entre les deux doigts. Si tu as un petit store vénitien qui fait 30 cm, tu te dis, bah, tranquille, oui, mais s'il y a une commande avec une tige cristal qui fait 1,50 m,
eh ben, ça ne le fait plus. Donc, tu es obligé de te poser un certain nombre de questions. Comment tu le fais? Donc, si tu veux, c'est des choses. Quand je dis on est devenu un meilleur e-commerçant, puisqu'à la base, ce n'est pas notre métier, on a appris de tout ça. On a appris que le point relais aujourd'hui, c'était quelque chose d'indispensable. Alors, même si on ne peut pas le proposer à tout le monde, parce que ça dépend des commandes, d'abord, on l'explique. Et puis après, quand c'est faisable, on le fait. La commande sans compte. Moi, j'y ai souvent été opposé. Alors, d'abord, parce que je suis un peu âgé. Et ensuite, parce que je trouvais que c'était un peu la négation du lien que je voulais créer avec le client. Et donc, les gens de l'équipe digitale m'ont dit, non, mais aujourd'hui, vous êtes gentil, mais il nous le faut. Donc, j'ai cédé et on l'a fait. Et ils ont eu raison, puisque c'est 20% de nos commandes qui sont en commande sans compte. Et une partie de ces commandes une partie de ces clients, en tout cas, n'auraient pas commandé Absolument. s'ils avaient, si on les avait forcés à créer un compte. Ouais. Mais derrière, comme on garantit entre 5 et 10 ans les produits, il faut quand même qu'on arrive à gérer la garantie sur des commandes pour des gens qui n'ont pas de compte. Tu as une adresse email, donc ensuite tu peux les incentiver. Oui, bien sûr. Mais si tu veux le sujet, et puis le client qui a passé une première commande sans compte, la deuxième sur un compte, la troisième, à la fin, il dit oui, mais j'ai passé 3 commandes, donc c'est à nous de travailler pour le recevoir. Tu vois, ça m'amènera au service client, c'est toute la valeur ajoutée du service client. On est dans un marché où on essaye d'optimiser les coûts du service client. C'est-à-dire, on va passer par l'IA, par les questions préenregistrées, toutes ces choses-là. Moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Je pense qu'il faut, au contraire, optimiser le service qu'on rend aux clients. Et ça passe par l'humain. Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il faut tout faire à la main. Hein. Nous, on est informatisé comme ce n'est pas permis, puisqu'on n'a pas le choix si on veut lutter contre des concurrents qui fabriquent beaucoup plus loin. Mais il y a un moment où l'humain, même s'il l'utilise pour s'accompagner des services de l'IA et tout ça, il faut un contact humain. On fait 4 millions de contacts par an. Ça veut dire que la base des gens qui nous contactent tous les jours sont des gens qui sont moins spécialisés, entre guillemets, dans le bricolage, qui ont une moins forte culture du store, du rideau. Donc il faut bien les accompagner, ces gens-là. Et si tu dis à quelqu'un qui ne comprend même pas les termes de la question, parce qu'il y a quand même des termes, il faut avoir quelqu'un au bout du fil. Donc nous, c'est l'inverse. Nous, on embauche des gens au service client, on les forme de plus en plus, on favorise les clients pour qu'ils nous envoient des photos de leurs fenêtres pour qu'on les renseigne au mieux. Moi, je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Plus tu grandis, plus tu adresses des gens qui ont le droit de ne pas avoir une compétence particulière, plus il faut des gens ultra compétents pour les accompagner et les aider. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Moi, quand je ne connais pas un truc, je n'ai pas envie qu'on me dise quelle question tu dois poser, parce que parfois, je ne sais même pas la question que je dois poser. Dans ton obsession du service client, tu prends un peu à contre-courant, du coup, ce marché qui automatise, qui IAise, qui chatbotise le service client avec de l'humain, et tu recrutes au service client. Je recrute au service client et je sais pas le faire, mais on va le chiffrer. C'est toutes les commandes que je n'aurais pas prises et que je n'aurais pas gagnées, que je n'aurais pas eues si j'avais pas eu une jeune femme du service client qui avait renseigné la client. Moi, je le vois parce que je traite encore quelques contacts le week-end, le dimanche. Je peux t'assurer que c'est redoutable. C'est normal que les gens aient besoin de conseils. On peut pas d'un côté dire on est des experts du store, des spécialistes du store, et pas donner le conseil qui va avec. C'est impensable, c'est pas cohérent. Vous êtes monté en gamme, vous avez premiumisé, vous avez monté les prix, quelle approche ou la qualité produit, pardon. Alors, il y a quelque chose qu'on a fait, qu'on a toujours fait. C'est nous, on vient du monde professionnel. Donc, on met que du composant professionnel parce que sinon, ça fait du SAV dans les entreprises. Et nous, ça nous coûte une fortune. Donc, c'est beaucoup moins cher pour nous de mettre un bon composant. Parce qu'entre un treuil de store en rouleur et un autre treuil, tu les regardes côte à côte, tu te dis c'est le même. Sauf qu'il y en a un qui vaut 4 € et il y en a un qui vaut 95 centimes. Donc, ce n'est pas les mêmes. Et donc, il y a un moment où on fait ce choix-là. C'est aussi comment on fait en sorte qu'on ait le moins de SAV possible. C'est-à-dire par la qualité de la fabrication. Je peux t'assurer que les gens qui fabriquent chez nous, tous les gens qui viennent dans l'usine sont étonnés par ça. On a l'impression qu'ils fabriquent les stores pour eux-mêmes. Parce qu'ils tirent une certaine fierté de ça. La deuxième chose, c'est la qualité des composants. Et la troisième, c'est la qualité de l'information qu'on donne aux gens. Je te dis qu'on était devenus des meilleurs e-commerçants. On est devenus des meilleurs e-commerçants parce que, on a un service client, mais on a mis en place des pastilles audio, on a mis en place des vidéos qui expliquent les choses aux gens. Donc,
toutes ces nouvelles technologies, ça veut dire qu'apporte le digital, on les utilise aussi, mais elles sont au service de l'humain. C'est quand même notre service client qui a la main à la fin de la fin. Hein. SAV, commande sans compte, livraison en point relais et 40% de récurrence sur vos clients. Alors, là, il y a deux choses. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'on n'avait absolument pas anticipé. En fait, alors, il y en a une partie où on pourrait se taper sur le ventre en se disant, comme on a 96% de clients satisfaits, c'est normal qu'ils recommandent chez nous. Alors, il y a sans doute une part de vrai, mais il y a surtout qu'en fait, on accompagne les gens dans la vie de leurs travaux. C'est-à-dire que quand tu refais une chambre, tu refais une chambre. Quand tu refais une cuisine, tu refais une cuisine. Et donc, quand tu as besoin de store, tout au long de la vie du client, tu en rajoutes. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui, sur le plan budgétaire, se disent on va traiter en moustiquaire. Tu vois, par exemple, on est devenu un des plus gros vendeurs de moustiquaires. Hein, on vend 5000 moustiquaires par an. On a vendu 5000 moustiquaires en juillet. Tu vois, je veux dire, au moment, nous, on est ravis. Les moustiques, voilà, c'est très bien. Et donc, mais si tu veux, toutes ces... comment dire, tous ces produits que l'on fabrique, j'ai un peu perdu le fil là, sur ta question. C'était pardon, livraison en point relais, SAV, 40% de récurrence. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, on les accompagne tout au long de leurs besoins dans le temps. Donc ça, c'est une première chose aussi. On crée de nouveaux produits. Un client, tu lui as vendu des rideaux pour sa chambre, tu lui annonces demain que je fais les têtes de lit. Il va compléter sa chambre, il va améliorer le confort de sa chambre. Tu ne vends plus les produits, tu vends une offre. Exactement. Ce que tu m'as dit tout à l'heure. En fait, à la fin, tu crées un lien avec le client. Tu crées un lien parce que tu n'essaies pas de lui fourguer des produits. Tu as réfléchi, puisqu'on a des sondages de fin de commande, on demande aux clients ce qu'ils veulent, on demande aux clients ce qu'ils attendent de nous. Donc, c'est aussi ça l'intérêt du digital, c'est que si tu as témoigné une certaine proximité avec les gens, en amont de la vente ou en amont de la commande, quand tu leur demandes leur avis après, ils te renvoient à l'ascenseur. Quand tu n'as fait que de l'IA ou que du questionnement, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Vous avez aussi opéré il y a 2 ans, donc c'était en novembre ou au printemps 2023. Printemps, je regarde Guillaume, il dit oui. Printemps 2023, une refonte des plateformes e-commerce. Vous étiez C'était du sur-mesure avant? Toujours. Et vous êtes resté sur du sur-mesure? Avec le même prestataire. Okay. Alors, il existe des magnifiques outils aujourd'hui. Hein, il y a pas... Le problème est qu'aujourd'hui, ils voient tous d'un œil moyennement enthousiaste le nombre d'options qu'on propose, le nombre d'options croisées. C'est-à-dire qu'en fait, on a un niveau de personnalisation sur un produit qui est dingue. Et donc, si tu veux, on a décidé... Alors, en revanche, il fallait qu'on se modernise parce qu'on commençait à prendre du retard par rapport à un certain nombre de personnes. Mais on l'a fait avec notre prestataire. Donc, c'est vrai que ça a été... On a eu quelques nuits sympathiques parce que c'était quand même un... Et puis, ça marchait. Enfin, c'est ça le sujet, c'est que ça fonctionnait, mais on sentait bien qu'on était en train de perdre du terrain. Et donc, on a opéré ça. Et c'est l'équipe digitale qui a géré tout ça. On a même une graphiste maintenant qui nous a aidé à concevoir les maquettes et tout. Ça, on l'a fait en interne. Mais sinon, la conception du site, c'est toujours notre prestataire. Mais donc, vous avez fait cet état des lieux et cet audit pour savoir s'il valait mieux rester sur du sur-mesure ou partir sur un CMS sur étagère qu'on peut customiser, évidemment, avec plein d'options. Mais le sur-mesure répondait mieux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous faites du sur-mesure. Le sur-mesure répondait mieux aux besoins et surtout à j'allais dire dette, mais c'est pas une dette, à l'ensemble des fonctionnalités que vous aviez développées au cours des années. L'autre chose, c'est que dans une relation durable comme ça, il y a un niveau de connaissance de l'un et de l'autre qui est juste fondamental. C'est très important. Quand tu dois aller expliquer à un développeur que tu ne connais pas une option, là, tous nos partenaires avec lesquels nous travaillons depuis maintenant bientôt 15 ans, ils savent ce que c'est qu'un store, ils savent ce que c'est qu'une option de store, ils savent ce que c'est qu'un store en rouleur, ils savent ce que c'est qu'un store vénitien. Donc quand tu parles avec eux, tu gagnes un temps précieux. Puis, on a toujours entretenu, c'est vrai, avec tous nos fournisseurs, une certaine fidélité. Alors, c'est super challenging, parce qu'on n'est pas des clients faciles, puisqu'on a un niveau d'exigence élevé. Mais si tu veux avoir un niveau d'exigence élevé, il faut leur donner quelque chose en face. C'est une fidélité à toute épreuve. Et tu vois, ça, on l'a vécu au niveau du Covid. Jamais on changera de fournisseur pour gagner quelques centimes sur une pièce. Jamais. Sauf qu'au Covid, ils nous ont servi pendant que tout était fermé. Donc, il y a toujours ce travail qui est de dire, oui, il faut être exigeant, très exigeant, mais il faut être fidèle.
Parce que l'exigence, comme ça passe. C'est comme avec les collaborateurs, il faut être exigeant et bienveillant. Tu peux pas en enlever un des deux. C'est-à-dire que être exigeant, ça veut dire que tu attends des choses, ça veut dire que tu valorises quelqu'un, ça veut dire que tu as du respect pour lui, quand tu es exigeant pour lui. Et bienveillant, ça veut dire que tu vas lui laisser se tromper, tu vas lui laisser essayer des choses, tu vas lui laisser tenter. Mais si tu fais pas les deux simultanément, ça marche pas, quoi. C'est pareil avec un fournisseur. Un fournisseur, il doit savoir que tu vas pas laisser passer un truc, mais en revanche, il n'est pas inquiet sur le fait qu'il peut perdre le compte le lendemain. Alors, tu m'as dit autre chose quand on prépare l'entretien, donc la fidélité à ton fournisseur, je trouve ça beau. Moi-même étant une agence pour des clients, bref, évidemment. Mais la manière dont vous travaillez avec eux aussi permet de bien travailler ensemble. Vous vous voyez chaque semaine. Alors, physiquement. Alors, je dis vous, mais c'est Guillaume qui est là. Il y a une telle imbrication de l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux partenaires historiques. Il y a celui qui dépense nos sous sur Google, qui fait donc tout le SMA, le SIA. Pardon. J'arrive à... Mais petit à petit... SMA, c'est sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir, mais avec tout leur cycle, je m'y perds un peu. Donc, le SIA, c'est un garçon qui est avec nous depuis le début. C'est lui qui dépense tous nos sous. Externe, bien sûr. Mais on a un partenariat. C'est-à-dire que si on gagne, il gagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est acquis. Il a une rémunération qui dépend du chiffre d'affaires qu'on fait et du taux de pub. C'est quand même assez stimulant pour lui. Et donc, en fait, on a ce deal avec ces deux personnes, ceux qui font le site et celui qui dépense nos sous en publicité. Alors maintenant, on a acquis une grosse compétence qu'on n'avait pas au début. C'est-à-dire que maintenant, en interne, on a une équipe de gens qui savent... et donc, qui travaillent avec lui, qui le challenge aussi. Mais si tu veux, c'est des gens qui sont totalement intégrés. Toutes nos réunions de reporting mensuelles, ils sont dedans. Toutes les semaines, Guillaume est chez le développeur. Donc, si tu veux, ça crée une espèce de lien qui est extrêmement fort. Mon point, c'est aussi de dire que pour qu'une relation client-fournisseur se passe bien, surtout sur ces sujets où il y a en permanence de la TMA, des évolutions, des choses à corriger, des choses à améliorer, donner du temps et pas seulement en demander, c'est important. Bien sûr. Mais attends, il faut être très clair. J'ai envie de dire, avec certains prestataires, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, vu le chiffre d'affaires qu'on leur amène aujourd'hui. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que quand un prestataire a investi, s'est formé pour répondre à tes attentes, autant il ne faut surtout pas baisser au niveau des attentes, mais il faut aussi respecter le fait qu'il a fait des choix. On a eu des périodes avec notre équipe de développement, notre société, qui étaient difficiles. On s'est posé des questions, on s'est mis autour de la table. Et ils ont réagi à certains moments, et plutôt bien. Alors peut-être qu'un jour... Mais en tout cas, c'est pas... Voilà. Au même titre que, si tu veux, optimiser le taux de chute chez moi, ça rapporte beaucoup plus que négocier avec les fournisseurs. Taux de chute, c'est une toile, si tu la coupes plus intelligemment que ce que tu faisais jusqu'à maintenant, tu peux limiter les chutes, mieux les réutiliser, et du coup, tu fais des économies importantes. Donc voilà, donc je pense que c'est un espèce... Mais c'est que du bon sens que je suis en train de te dire, ça n'a rien de révolutionnaire. Hein. C'est simplement de se dire que si tu veux avoir de l'exigence, il faut donner quelque chose en contrepartie. La culture du bon sens, hein, tu m'en parlais aussi oui. Un peu plus tôt. Tu me parles aussi de la culture de l'économie, de la négociation. Enfin voilà, un sou est un sou. Absolument. On est des industriels et on veut pratiquer le prix juste vis-à-vis des clients, mais on veut acheter au prix juste aussi. C'est-à-dire que si tu veux, quand un fournisseur... en début d'année, on le voit et on lui dit, ben voilà, les prix, machin, le marché. On travaille avec eux pour avoir un bon prix. Et puis, on se fixe des objectifs. Et si on les atteint ou on les dépasse, ben on partage la réussite. Parce que sinon, ça ne marche pas. Et voilà, donc, encore une fois, eux, ils doivent comprendre qu'ils ont 0 coût d'acquisition client puisqu'on est fidèle. Donc, il faut qu'ils nous amènent des services, des choses comme ça. Donc, tu vois, toute cette culture de la relation, qui est basée sur la confiance et qui est basée sur l'exigence, c'est très important. Moi, j'y suis très attaché. Tu m'as dit aussi que parmi les décisions importantes des derniers semestres, il y avait la construction de l'atelier, l'évolution, la construction d'un nouvel atelier dont vous prenez les... Si tu veux, t'as pas échappé que depuis 18 mois, c'est un peu compliqué. On manque un peu de visibilité et... on n'est pas très sûr de la façon dont ça va évoluer. Et l'e-commerce n'a pas échappé à ça. Alors,
c'est vrai que pour l'instant, on a eu des résultats qui sont plutôt un peu flatteurs. Mais se poser la question, on avait besoin d'étendre notre usine et qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas. Et c'est vrai qu'on a pris en fin d'année dernière, on a pris la décision, oui, on agrandit l'usine, on double la force de vente. En fait, on a toujours eu cette dynamique. C'est comme on a une certaine, c'est pas de l'arrogance, hein, c'est une certaine confiance dans notre modèle parce qu'on pense qu'il est bon, qu'il est juste. Il faut investir quand c'est dur. Parce que quand c'est dur, les bons vont rester. Et il faut se préparer à la sortie de l'orage, quoi. C'est-à-dire que l'orage, ça tangue, c'est difficile. Et puis pour les salariés, c'est important aussi dans une usine. C'est aussi une façon de leur dire, écoutez, nous, on a confiance dans l'avenir, donc on y va. C'est aussi une façon, puis de se dire, voilà, on ne fait pas que des économies. On négocie, mais on va pas non plus... je préfère, moi, dépenser un peu moins sur certains sujets, mais améliorer mon outil de production. Donc oui, on vient d'investir dans un bâtiment qu'on reçoit demain, d'ailleurs, 1600 mètres carrés. 1600, j'avais noté 600, pardon, j'étais à côté de la plaque. 1600 mètres carrés, le plus grand depuis le début? C'est la plus grande extension. Ouais, on avait fait 300, 1400 et 700. Là, maintenant, on a à peu près, je sais pas, 6500 mètres carrés de production. Toujours au même endroit? Ah oui, en plein milieu de la campagne. Vous rachetez des sociétés qui sont à différents endroits. Comment est-ce que tu arbitres entre ce que tu laisses sur place, ce que tu rapatries? Alors, à la base, je rapatrie rien. Parce qu'il y a des gens qui travaillent là-bas. Ah oui. Je ne vais pas leur rapatrier. Donc, non. Ce qu'on fait, c'est que, tu vois, on a acheté une petite société dans le sud qui fait des stores pour Mobilo. On a une agence commerciale Sodiclair dans le sud aussi. Ben, on a donné la direction de la société à la directrice d'agence. Je peux te dire que pour elle, ça a été un changement de vie. Ouais, mais elle est super, elle se débrouille très bien. Donc c'est aussi ça, offrir des opportunités. Qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas. On change rien. On amène une négociation avec les fournisseurs parce que souvent c'est les mêmes, donc on peut leur C'est un peu plus gros prix. C'est un peu plus gros, c'est mieux. On leur amène notre fameux outil informatique qui leur permet de travailler de façon un peu plus confortable, c'est-à-dire de mieux anticiper, de tout gérer. Et puis moi, on a un directeur technique qui connaît le store depuis 40 ans, donc il descend, il les aide, on connaît les machines. Donc si tu veux, je pense que, tu sais, quand tu rachètes une entreprise et qu'elle est belle, il faut pas la casser, hein. Faut la laisser... non, elle sait marcher. Tu lui apportes quelque chose, mais t'es pas là pour lui imposer ton mode de fonctionnement. Il fallait pas la racheter, sinon il fallait en créer une, quoi. Mais je t'ai déjà dit ça. Et en fait, le sujet, c'est ça, je trouve que c'est important. Après, on peut apporter quelque chose. Les gens, on a racheté la société à une dame qui partait en retraite. T'imagines l'angoisse pour les salariés. Donc voilà, donc on sécurise aussi ça. Ta vision, ton avis sur les marques, ou la marque principale, les marques qui peuvent vivre seules, Lina, une existence à part entière, mais tu me dis que c'est une prise de participation. Oui, on a une montée au capital progressive. Est-ce que tout doit exister sous Storyrido? Est-ce qu'il y a des marques qui existeront par elles-mêmes? Est-ce que Storyrido sera toujours là? Est-ce que c'est la bonne marque pour porter votre offre? C'est des questions. Aujourd'hui, si tu veux, Storyrido, c'était sur le parti digital, c'était la première marque. C'est vrai que maintenant, on fait des coussins d'assises, on fait des têtes de lit, on fait tout un tas de choses. Alors, le digital, c'est un peu particulier parce qu'en fonction des recherches, on amène les gens sur la bonne page. C'est-à-dire que ce qu'on m'a expliqué pendant longtemps, c'est que c'est pas parce que tu n'affichais pas tous les produits dans la home, même sur les affiches, les gens qui sont intéressés vont directement sur la page. Mais c'est vrai que ça fait partie des questions qu'il faudra se poser. Je pense que, j'ai envie de dire, on ne dit pas tout dans la marque, on dit tout dans le lien qu'on a avec les clients, mais c'est vrai que peut-être un jour, il faudra se poser la question. Les marques en vocation, Sodiclair, c'est une marque qui est très connue dans les entreprises et les collectivités. Donc les gens sont très attachés à cette marque parce que il y a des poseurs, hein, des gens, tu vois, nos poseurs, quand ils vont dans les écoles, dans les crèches où il y a les gamins et qui... Ils veulent Sodiclair. Sodiclair, ouais, Sodiclair. Donc, je sais pas, non, je suis pas convaincu de la marque. Je pense que les gens sont plus attachés au service que tu rends, au lien que tu crées. Parce que la marque... Alors, encore une fois, il y a des produits où ce que je dis est faux. Tu vois, il y a des produits où quand tu veux avoir un produit, notamment par exemple dans la mode, avoir une marque, c'est important. Nous, les gens veulent avoir un rendu. Quand tu achètes un rideau, un beau rideau ou une belle tête de lit,
tu vas pas regarder la marque. Ce que tu veux, c'est qu'elle soit parfaite. Non, j'entends. Maintenant, avec ton business qui grandit, plus 25% sur les 2 dernières années, tu as peut-être aussi un acheteur qui est moins expert qu'il a pu l'être dans le passé. Et puis, c'est pas une évidence que sur Store et Rideau, je vais acheter des têtes de lit ou des panneaux acoustiques si vous les vendez aussi sur Store et Rideau. On les vend pas sur Store et Rideau, on les vend sur ProSolaire. Mais vous pourriez, en vrai. Aujourd'hui, c'est un marché plutôt pro. Bon, plutôt pro. Tu vois l'idée? Mais je vois l'idée. Ça sera une des questions qu'il faudra se poser. C'est est-ce que, par exemple, il faudra changer de marque, garder Store et Rideau? Est-ce que, je ne sais pas. C'est un sujet sur lequel on ne l'a pas considéré aujourd'hui comme étant ultra prioritaire. Mais c'est vrai que la question se posera. Aujourd'hui, si tu veux, c'est on doit d'abord être capable d'offrir un service. On est crédible aujourd'hui sur les coussins d'assises. Ça sera un des sujets qu'il faudra traiter au niveau du marketing. C'est comment on associe ces nouveaux produits à la marque. C'est vrai. C'est vraiment un sujet. Mais pour l'instant, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, qu'on n'a pas traité. Chaque chose dans son temps. Écoute, j'aimerais conclure et atterrir en regardant devant, loin devant. Je te demandais où vous serez en 2030. On est dans une économie en ce moment où je ne sais pas où on sera dans 3 mois, voire dans quelques jours. On enregistre le 2 septembre. Je n'ai pas regardé quand l'épisode sortait, mais je ne sais même pas si on a un Premier ministre le 8. Bref, ils nous emmerdent. Ce serait bien un peu de stabilité. Ça sortira juste après. On aura la réponse d'ici là. On en parlera au passé. Ça sort le 19 septembre. Bref, très près, c'est intéressant, mais j'aimerais bien qu'on parle de plus loin. Où est-ce que vous allez d'ici 2030 ? Et j'aurai d'autres questions ensuite sur le sujet. Alors, où est-ce qu'on va on va se battre pour que le modèle continue. C'est-à-dire qu'on va rien changer sur ce modèle-là. Tu m'aurais demandé il y a 3 ans, c'est est-ce que je ferais de l'acoustique? J'aurais pas été capable de te répondre parce que je n'en savais rien. Donc, je vais garder cette espèce d'ouverture d'esprit et surtout d'observation. La seule chose que je te dis, c'est que tout ce qu'on pourra faire pour compléter notre savoir-faire dans des produits de confort sur mesure fabriqués en France qu'on peut vendre, on le fera. Aujourd'hui... Tu m'as dit que vous aviez des menuisiers maintenant. Alors, on a des menuisiers, ce qui me voit des choses, mais bien sûr. Donc, mais ça fait partie des savoir-faire qu'on a acquis. Donc, j'ai pas... je pense qu'on a un gros travail à faire pour développer le site. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas acheté chez nous encore. Donc, il faut quand même, il faut les convaincre. Non, mais je suis sérieux quand je dis ça. Le marché est important. On peut grossir dans ce marché. On peut monter encore en gamme. On est monté en gamme et on peut encore monter en gamme pour adresser une nouvelle frange. On met en place des outils de CRM qui sont très importants. On a notamment travaillé avec Klaviyo qui aujourd'hui nous aide à mieux encore segmenter nos bases, mieux traiter nos clients, mieux comprendre ce qu'ils attendent, mieux comprendre leur comportement d'achat. Tu vois, donc tout ça, on est en train de le mettre en place. On peut faire un aparté? Oui. Je ne sais pas si tu as la réponse, mais Klaviyo, c'est plug and play sur Shopify. Ça, on le sait, on est encore tout le temps sur le panier. Il y a des gens qui disent que quand on n'est pas sur Shopify, c'est plus compliqué. Comment je confirme, c'est beaucoup plus compliqué. Comment c'est passé l'intégration? Mais nous, on aime quand c'est compliqué. Parce qu'on a tout fait pour que ça soit compliqué. Mais si tu veux, tu as 2 façons d'aborder le sujet. Soit tu dis c'est compliqué, je fais pas. Soit tu te dis si j'y arrive, c'est une vraie barrière à l'entrée. Donc, ça finit sur TikTok encore, ça, pas mal. Mais non, mais c'est une vraie barrière. Ça veut dire que si c'est simple et que tout le monde peut le faire, tout le monde va le faire. Je peux dire que nous, on a passé quelques heures, on s'arrache un peu les cheveux pour arriver à faire fonctionner notre logiciel avec notre informatique interne et avec Klaviyo. Mais au final, ça marche. Et au final, on a déjà, je pense, à rentabiliser l'investissement. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Mais encore une fois, tu sais, il faut conserver, une de nos forces aussi, c'est d'arriver à conserver cette agilité. Et cette capacité à dire on essaye. Puis si on se plante, on se plante. Mais on savait qu'on y arriverait parce que Klaviyo, c'est un bon produit. Il n'y a pas de problème avec des solutions. Et donc on va y aller. Oui, mais c'est pas plug and play. Il n'y a rien que les plug and play chez nous. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Mais encore une fois, c'est très important. Le deuxième sujet, donc c'est ça, c'est saisir les opportunités d'adresser des nouveaux marchés. C'est développer la force de vente. Je rappelle qu'on est présent que sur le sud-est, sur l'Île-de-France, sur la région centre, sur le nord, mais on n'est pas dans le sud-ouest, on n'est pas dans plein d'endroits, on n'est pas dans le nord-est. Donc il y a plein de perspectives. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un produit, on augmente l'offre des commerciaux, mais ils ne peuvent pas tout porter sur tous les territoires. Donc là, on double la force de vente.
Donc on peut très bien demain espérer avoir un certain nombre de personnes supplémentaires, ce qui accessoirement offrira des postes, des possibilités de progression pour les gens dans l'usine, tu vois, ou dans la force de vente, puisqu'on a nommé un responsable de développement commercial qui est un ancien commercial de chez nous. Oui, et puis comme tu le disais tout à l'heure avec ta couturière, tu as des transferts, des transfuges Oui, des transfuges, bien sûr. D'une expertise à une autre. Une évolution aussi, c'est très chaud. Donc ça, c'est bien. Et après, j'ai 60 ans. Donc dans 5 ans, j'aurai 65 ans. Je n'ai pas prévu de m'arrêter, mais mon fils nous a rejoints il y a 3 ans dans l'entreprise. Et donc, il a quel âge aujourd'hui? Il a 31 ans. Il l'a rejoint il y a 3 ans, et avant, il était où? Alors, il a fait une alternance chez nous il y a 8 ans. C'est lui qui a lancé le site italien Tende il y a 7-8 ans. Et il a passé 5 ans chez Bouygues, qui est une magnifique école de formation. Parce que c'est vraiment... Sur quel métier? Il faisait de la promotion immobilière. Ok. Donc, il a appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, on a besoin aussi d'intégrer. Donc, il a rejoint l'entreprise dans la partie développement. C'est lui qui a piloté les rachats de l'INA et de la société qui fabrique des stores pour mobil-home. Et il doit apporter une aide à toutes les directions, que ce soit le marketing produit, que ce soit la production, tous ces gens-là. Donc, il apprend le métier, il apporte des choses. Mais c'est surtout que, il représente plus l'avenir avec toute cette équipe de jeunes que moi. On n'en a pas parlé, mais je me permets la question. Le capital aujourd'hui, il est toujours détenu par les 3 associés du début, c'est-à-dire... Okay. L'arrivée du fils du patron, est-ce que ça peut faire peur à certains collaborateurs qui disaient mince, il y aura toujours quelqu'un au-dessus, si c'est à lui que ça devait être transmis? Non, parce que je pense que d'abord, la question... Pardon, excuse-moi, c'était pas réducteur, le fils du patron, parce qu'il a énormément de qualité, j'en suis certain, mais tu vois ce que je veux dire, ça peut pour certains... Oui, c'est pas facile non plus pour lui. J'ai créé ce groupe, il faut arriver à exister, donc il faut arriver à trouver sa place. Donc c'est pas simple, s'il y arrive, et je pense qu'il est en train d'y arriver, ça veut dire que déjà il aura un certain talent, donc c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont vu une stabilité plutôt qu'une inquiétude. Parce que les gens, ils savent l'âge que j'ai, ils savent que... Oui, une option possible, et ce qu'on voit souvent sur le marché, c'est qu'à cet âge-là, tu dis, bon, allez, je revends tout, je me fais ma retraite, et puis basta. Alors pour les personnes qui sont attachées à l'entreprise, effectivement, là, tu affiches de la continuité. Enfin, tu projettes, en tout cas, une... Ouais, mais j'adore ce que je fais. Donc, j'ai pas prévu de m'arrêter tout de suite. Je pense que je peux... On parle à 2030 ou plus. Mais après, il y a plein de façons d'évoluer. Je veux dire, c'est une chance d'avoir le boulot que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais de l'opérationnel, mais maintenant, Tu vois, une de mes grandes fiertés, tu me demandais, c'est de ne plus faire du tout de marketing digital. J'ai toute une équipe, aujourd'hui, qui fait ça très bien, qui fait ça beaucoup mieux que moi. Mais de temps en temps, c'est intéressant de donner un avis, d'avoir une approche qui est une approche peut-être avec un peu de recul, avec un peu d'histoire, avec aussi une culture marketing, puisque c'est mon métier à la base. Donc ça a un sens, mais à un moment, il faut savoir quitter des fonctions opérationnelles. En revanche, quand il s'agit de discuter avec certains fournisseurs, avec certaines choses, c'est utile, ça peut servir. Voilà, donc je pense qu'il faut que chacun trouve sa place. Et à un moment, il y a un temps pour tout. C'est une façon aussi de saluer la réussite. Si aujourd'hui, je ne m'en occupe plus, je garde quand même les calls, certains contacts du dimanche, parce que je trouve que c'est extrêmement... Ouais, et puis pour renseigner les clients, puis d'abord, c'est intéressant, il faut garder un contact. Puis j'aime ce que je fais surtout, donc c'est très important. Et les gens... Ouais, je ne suis pas sûr que ça ait inquiété les gens. Je pense que ça n'a pas inquiété les gens. Je pense que les gens ont vu ça plutôt d'un bon œil. Et puis encore une fois, c'est pas lui qui prime sur la culture de l'entreprise, hein, c'est lui qui s'adapte à la culture d'entreprise. Et s'il réussit, et il est en train de réussir parce qu'il comprend ça. Puis de toute façon, il a rejoint l'entreprise aussi parce qu'il adhérait à la culture. Il faut être très clair, moi je suis chef d'entreprise depuis plus de 20 ans. Autant dire qu'à la maison, la culture de l'entreprise, ils l'ont, parce que ça devient... Non mais, donc c'est ça aussi, ça a infusé. Donc voilà, donc ça a infusé, et aujourd'hui, il a eu envie de partager cette aventure. Mais il est contributeur, comme je l'ai été. Voilà, il est contributeur du projet. C'est le projet avant tout. Enfin, c'est ma vision en tout cas. Mais voilà, c'est comme ça. Ça répond à ma question.
Stéphane, merci infiniment. Ça passe vite, ça fait déjà 1 heure. Ouais. Pour ce 2e catch-up, ce 3e épisode. Merci à toi, Guillaume, pour ta bienveillance, ton regard. On t'a interrogé du regard 1 ou 2 fois. Enfin, en tout cas, moi, pardon. Donc, merci pour ta présence. Moi, j'avais mes anti-sèches. Lui, il m'avait tout préparé parce qu'il ne faudrait pas que le vieux raconte n'importe quoi. Mais ouais, non, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir de venir et d'échanger. Stéphane Beretti, BE2ZER2TI, sur LinkedIn, si vous voulez poursuivre la conversation. Si vous voulez poursuivre la conversation, posez une question au SAV le dimanche. Vous aurez peut-être la chance. Parce qu'on ne fait pas que du SAV. Au service client. Voilà. Si tu te poses demandez des conseils, ouais. et vous aurez une super fan. Et Guillaume Rouard, ROUARD, sur LinkedIn aussi. Merci à toi. Merci infiniment, Laurent. Et merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Très heureux de vous retrouver en cette rentrée. Pour vous, en fait, il n'y a pas eu de pause, puisqu'on a sorti des épisodes presque tout l'été. Mais pour moi, il y en a une petite, donc je suis heureux de ce premier épisode dans nos nouveaux locaux et nos nouveaux bureaux. Inscrivez-vous à la newsletter, suivez-moi sur LinkedIn pour ne rater aucun nouvel épisode. Merci.